Bah, écoutez, on va débuter. Donc, bienvenue à ce séminaire au sujet des dispositifs électroniques au service de la santé. Euh, ah, petite pause, je vais mettre la souris sur l'écran. Les aléas du direct. Voilà. Ça marche comme ça. Voilà. Premier problème technique résolu assez facilement. Donc, je disais, bienvenue à ce séminaire qui aura deux grandes parties, comme vous l'avez vu dans le programme. Une première partie sur tout ce qui est réglementation et retour d'expérience d'acteurs de l'électronique qui ont déjà fait l'expérience de développer des dispositifs médicaux. Et dans une deuxième partie, vous pourrez découvrir les nouvelles technologies qui peuvent être implémentées dans des dispositifs qui sont au service de la santé. Alors, ça va du dispositif médical implantable à des choses beaucoup plus d'équipement pour une maison de santé, par exemple. Donc, on va voir que l'électronique intervient ou peut intervenir vraiment partout. Donc, avant de démarrer, ce séminaire est en partenariat avec Captronic et SDE2. Donc, je vais laisser Monsieur Philippe Gonnet se présenter et présenter l'intervention de Captronic au niveau de l'électronique. Merci. Bonjour à tous. Donc, Philippe Gonnet, je suis ingénieur conseil chez Jessica France Captronic. Donc, nous sommes, en quelques mots, nous sommes une association qui existe depuis 1994 et qui a été initialement fondée par le CEA et par maintenant la BPI, mais à l'époque l'ANVAR. Et nous sommes membres de l'Alliance Industrie du Futur. Notre mission, si je peux, hop, je vais avancer sur les slides, donc clique, hop, tac, est-ce que ça veut bien marcher? Non, c'est pas celui-là. Voilà. Donc, notre mission, hein, c'est d'accompagner les structures, les entreprises françaises de toute taille, hein, de la start-up, la PME, voire même aussi quelques groupes plus importants, dans leur transformation numérique, à la fois de leurs produits et de leurs process de production, et par, je dirais, au sens large, l'introduction des systèmes électroniques connectés. Désolée, on ne vous entendait pas très bien. D'accord. Oui. Cette mission, on la décline selon trois types d'actions principaux, hein, qui sont historiquement les nôtres. Le premier, qui est en bas à gauche, qui est Cap Produit, dont l'objectif est vraiment d'accompagner les structures et de servir les structures dans la conception et le développement de leurs produits, par l'apport d'expertise, alors notamment en électronique et en logiciel embarqué, et surtout en apportant aussi, je dirais, de la méthodologie dans ces conceptions et dans ces développements. Et on le verra aussi, divers aspects qu'on peut couvrir, donc notamment les aspects réglementaires. Juste petite info, donc Captronic, nous sommes agréés Crédit Impôt Innovation jusqu'en 2022. Je vous ai mis à gauche quelques produits sur lesquels et quelques belles expériences qu'on a pu mener et qui ont conduit à la commercialisation de produits et de dispositifs médicaux. Il y en a d'autres et c'est vrai qu'on assiste pas mal dans ce domaine, surtout les nouvelles structures. Le deuxième axe de travail et le deuxième axe d'accompagnement, c'est plus sur la partie process, où notre objectif, voilà, c'est d'aider les structures, alors, qui ont pour le coup des usines, des lignes de production, à performer et à faire évoluer et à gagner en performance sur cette partie process de fabrication. Là aussi en apportant des technologies, mais non seulement, mais surtout aussi de la méthodologie dans l'introduction de ces nouvelles technologies. Et l'idée est là aussi par un travail amont, je dirais, de bien analyser les besoins en termes de données à récupérer de votre process pour qu'ils puissent être plus fiables et aussi plus performants. Le troisième axe d'accompagnement, c'est plutôt l'aspect
montée en compétences des équipes et des structures, et ce par soit la conduite de formation, alors qu'on a je dirais, de manière générale, sous forme de catalogue, mais aussi on peut vous accompagner sur la définition et préciser vos besoins en termes de formation plus particulière ou plus vraiment adaptée à vos besoins. Ces formations peuvent être réalisées soit en intra, soit en présentiel, soit en distanciel. Mais en tout cas, je dirais, toutes les possibilités sont ouvertes et tous nos formateurs peuvent s'adapter à vos besoins dans ce cadre de montée en compétences. Quelques chiffres rapidement donc, sur les 5 dernières années. C'est Jessica France, c'est 1000 entreprises accompagnées et sur des contrats d'assistance ou d'expertise ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est aussi un peu plus de 1000 entreprises formées au travers je dirais, en moyenne, on réalise 200 cursus de formation par an sur différents domaines, comme on va le voir tout à l'heure. Les domaines justement sur lesquels on est capable d'intervenir, bon, c'est un petit peu la liste à l'après-vert, mais voilà tous les sujets sur lesquels on est capable qu'on est capable d'adresser au travers de notre panel de formateurs et de nos centres, je dirais, de centres de compétences qui nous assistent dans nos actions quotidiennes. Donc beaucoup de thématiques, hein, dont certaines sont je dirais, sous le feu de la rampe, comme la cybersécurité, mais sans oublier aussi l'intelligence artificielle et surtout, je dirais, les aspects normatifs et réglementaires sur lesquels aussi on peut vous accompagner avec une méthodologie assez éprouvée d'analyse de risque et de gestion des risques sur cet aspect réglementaire pour vous permettre d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la certification de vos produits et jusqu'à la mise sur le marché. Nous avons une implantation nationale et nous sommes 17 ingénieurs conseils sur tout le territoire et et nous insistons beaucoup sur le maillage local, région par région que l'on peut trouver, et on s'appuie sur pas mal de dispositifs donc régionaux, notamment pour ce qui est des actions de soutien vers l'industrie du futur en particulier. Merci Monsieur Gonnet pour cette présentation. Je vous remercie. Oui, il me semble que c'était la dernière slide. Du coup, je vais laisser la parole à Monsieur Thomas Pété du pôle S2. Désolée, je n'ai peut-être pas prononcé votre nom correctement. Qui va vous parler aussi du pôle S2. Donc, je vous invite à venir au pupitre. Je vais passer les slides. Vous avez la télécommande. Bonjour à tous, je suis Thomas Pett du pôle S2, chargé de projet innovant. Je suis arrivé au sein du pôle il y a un mois et demi maintenant, donc c'est encore un peu nouveau pour moi. Donc c'est moi qui représente le pôle aujourd'hui et je suis chargé de vous faire une petite présentation rapide et condensée du pôle. Donc nous, on est un pôle de compétitivité spécialisé dans les énergies électriques et électroniques. On est implanté en région Centre-Val de Loire, on est basé à Tours, notre siège social. On a également des antennes en région Pays de la Loire et on souhaite développer la région Nouvelle-Aquitaine et également la Belgique avec des recrutements à venir sur des aspects européens. Ah oui, donc voici l'équipe actuelle du pôle, on est 8 personnes, avec, comme je vous ai dit, 3 recrutements en cours pour développer les aspects européens en Belgique, puisqu'on souhaite se positionner sur ces aspects-là plus spécifiquement, et également une personne en région Nouvelle-Aquitaine pour développer nos activités dans cette région où on souhaiterait être davantage actif.
Donc nous, on a un positionnement qui intervient vraiment sur toute la chaîne de valeur de l'énergie. Donc on intervient au niveau de la production jusqu'aux usages, en passant par la distribution et le transport. On intervient voilà, à tout niveau d'échelle d'énergie, aussi bien au niveau nanoscopique et jusqu'au niveau macroscopique. Parce que voilà, on intervient sur des dispositifs très petits en électronique, mais également sur des dispositifs très grands de production d'énergie comme des éoliennes, pour des usages en industrie et en transport notamment. Donc voilà nos 4 DAS, nos domaines d'activité stratégique. Le premier, sur les réseaux électriques intelligents, notamment tout ce qui est regroupé Smart Grid et réseau électrique ENR. On a le DAS 2 qui est un DAS orienté sur l'intelligence dans les bâtiments. Donc on va regrouper tout ce qui est capteurs intelligents et systèmes de pilotage des bâtiments, tout ce qui est domotique. Le DAS 3 sur les systèmes électriques pour la mobilité, qui est un DAS vraiment récent au sein du pôle. Et là, on parle de mobilité pas seulement au niveau des véhicules légers, on parle de mobilité électrique sur les avions, les bateaux, les bus, donc également la mobilité lourde. Et le DAS 4, qui est le DAS vraiment emblématique du pôle SDE2, le DAS le plus ancien, sur les matériaux et les composants pour l'électronique. Donc voilà, c'est le DAS où on a le plus d'adhérents et où on a le plus de projets également. Donc à ce jour, on a 235 adhérents. On peut voir qu'ils sont à peu près pour la moitié constitués d'ETI et PME. Donc les autres sont des structures d'accompagnement ou bien des académiques, des écoles ou alors des laboratoires publics. La majorité de nos adhérents se situe dans les régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. On a quelques adhérents également en Nouvelle-Aquitaine. On souhaite, voilà, comme je dis, développer notre portefeuille dans cette région. Et également voilà, quelques adhérents en Île-de-France, en Bretagne, en Normandie, dans le nord de la France. Ici, vous pouvez voir quelques logos voilà, de nos principaux adhérents. On retrouve voilà, Vermont et Mystique qui sont présents aujourd'hui. Et on a voilà, classé ces adhérents par secteur. Donc, on retrouve tout type de secteur qui touche de près ou de loin aux énergies et à l'électronique. Donc, ça va de l'éclairage à l'électronique, à l'alimentation, au moteur, à l'énergie au sens large. On a vraiment tout un tas d'acteurs très différents et des tailles aussi d'adhérents très différents de la TPE jusqu'au grand groupe. Vraiment, notre cœur d'activité à nous, c'est l'expertise dans le montage de projets innovants. Donc, on intervient vraiment sur du début à la fin du projet, donc de la création à l'émergence jusqu'à la commercialisation. Donc, on oriente au mieux les entreprises sur les différents appels à projets pour les aider à obtenir des financements publics pour développer leurs projets innovants. On participe également au montage d'éventuels consortiums pour développer ces projets. Nous faisons aussi de l'assistance technique au projet, de la relecture de dossiers, de la gestion de projet au sens plus large. Et enfin, à la fin, voilà, nous pouvons également accompagner les entreprises au niveau marketing et développer les retombées des projets, valoriser toutes ces retombées qui sont très importantes également. Donc ici, vous pouvez voir nos futurs événements, puisque voilà, on a également une activité événementielle où on organise des formations, des visites d'entreprise. Et là, vous avez des webinaires également. Donc, on a une thématique hydrogène qui est vraiment très représentée ici, puisqu'on a une très forte demande sur cette thématique, en plus de l'électronique. Donc voilà, il y a quelques webinaires, quelques visites d'entreprise. Donc, je vous invite à noter ces dates si vous êtes intéressés. Et également, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation pour ce séminaire. Brancher le dongle et le rebrancher. Parce que bon, ça ne va pas être très pratique sinon de passer. Voilà. Petit problème informatique résolu.
Donc, je vous présente rapidement le CRESIT pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, le CRESIT, on est un centre de ressources technologiques. On est spécialisé là aussi dans l'électronique communicante et l'instrumentation. On est une équipe de 9 personnes basée ici au labo à Orléans. Et on a 2 grandes missions. Une mission d'intérêt général dans laquelle, par exemple, on organise des séminaires comme celui d'aujourd'hui. On a également une mission où on va à la rencontre des entreprises de la région Centre-Val de Loire pour mieux connaître leurs compétences et leurs besoins et éventuellement les mettre en relation les unes avec les autres quand certaines compétences correspondent à certains besoins. On fait également de la formation, notamment en partenariat avec Captronic, les liens qu'on a aussi avec cette structure-là. Et puis, dans une autre partie, quand les entreprises ont vraiment des projets dans lesquels elles souhaitent intégrer des nouvelles technologies, on est là pour les accompagner et les aider à choisir les bons composants jusqu'à la réalisation de démonstrateurs, prototypes. On ne va pas du tout plus loin, on ne fait pas du tout le côté industrialisation. Et puis, en parallèle de tout ça, on peut accompagner des entreprises, là encore, qui souhaitent intégrer des technologies qui sont disponibles dans les laboratoires de recherche et qu'elles veulent intégrer dans des nouveaux produits ou des produits existants. Donc, c'est tout ce qui est transfert de technologie, les dotés de crédit à l'origine. Les thématiques sur lesquelles on travaille, vous l'avez compris, c'est tout ce qui est électronique, petits systèmes embarqués, communication radio ou par d'autres moyens, typiquement du LiFi ou de l'IBC, dont on va parler aujourd'hui grâce à Dominique Paré, par exemple. Et puis, on est là vraiment pour faire tout ce qui est intégration, traitement des signaux, travailler sur des projets assez amont pour que les entreprises puissent aussi monter en compétences et en technologie amont dans leurs produits ou leurs process de fabrication. On a également une plateforme d'instrumentation qui permet de faire de la validation, fiabiliser les produits qui ont été développés. L'idée étant que ces rapports de préqualification puissent servir à faire du marquage CE dans certains domaines, pas dans le domaine médical typiquement, mais ça peut quand même servir de préqualification pour que vous puissiez aller un peu plus sereinement vers des organismes notifiés qui, eux, vont pouvoir vous délivrer le marquage CE correspondant. Donc ça, on le fait au niveau CEM, en rayonné et en conduit, en immunité, en émissivité. On le fait aussi sur le côté radiofréquence, où là, on est en train de finaliser le montage d'une plateforme pour tester tout ce qui est, selon la directive RED, quelques normes applicables dans cette directive-là. Et puis, on a aussi pas mal de compétences et d'équipements sur l'autonomie des systèmes. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation rapide du CRESIT. On va passer au vif du sujet. Voilà, très bien, super. Très bien. Eh bien, écoutez, ravi de pouvoir animer cette table ronde. Je pense qu'après la présentation qui vient d'être faite, on se rend compte que c'est loin d'être simple et que nos invités vont pouvoir partager des expériences très concrètes, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer, de ce qu'ils ont pu apprendre et finalement de comment on peut éviter un certain nombre de biais une fois qu'on a déjà rencontrer tous ces points durs et trouver des solutions. Donc, avant de démarrer ce temps de table ronde, on va faire un petit tour de table où chacun va pouvoir présenter très rapidement sa société. Alors, je vais démarrer par la société MKA et M. Pliss. Je vous en prie, en quelques minutes, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Pascal Plessis, directeur technique d'MK Électronique. Donc, MK est sous-traitant conception et fabrication, notamment dans le domaine des dispositifs médicaux. On fait pour nos clients de la conception électronique, du développement logiciel, et également tout ce qui est associé aux tests en production et également la production de dispositifs médicaux. Voilà. On a également, je peux dire, deux usines en France. Une usine à Romans-Rontin qui représente une centaine de personnes. Je vous entends pas bien sur le micro. Une usine à Romans-Rontin qui représente une centaine de personnes et une usine à Angers qui représente une cinquantaine de personnes qui ont les mêmes homologations dans le domaine. Très bien, merci. Donc, ensuite, passer la parole à M. Svenoras,
Oui, donc, bonjour à tous. Donc, je suis Lambert Trinora, je suis le président et cofondateur de la société Girolift. Donc, chez Girolift, on développe disons, une nouvelle forme de mobilité pour tous. Si je vulgarise un plus, on va dire un nouveau type de fauteuil roulant. Je pense qu'on est basé sur une technologie gyropodique. Je pense que vous connaissez peut-être tous le Segway, par exemple. C'est une plateforme sur 2 roues où on se penche légèrement en avant pour avancer, légèrement en arrière pour reculer. Et ben, on est parti de cette technologie, on a développé un module robotique qui vient se plugger dessus pour permettre à tout type d'usager, qui soit valide ou en situation de handicap, de se déplacer assis comme debout sur un dispositif qui est très compact, très maniable, très moderne, déstigmatisant et qui permet un accès au tout-terrain, plein d'avantages. On est une société, on est domicilié au labo, on a notre R&D, notre partie administrative sur Paris et ici on a au rez-de-chaussée à peu près 190 mètres carrés d'atelier pour faire la production, l'industrialisation, l'assemblage, le SAV du Girolift. Donc un dispositif médical de classe 1. C'est important peut-être de préciser ce point-là qui va aussi être un sujet d'animation de la suite des échanges. Très bien. Donc ensuite, je laisse la parole à Monsieur Lefebvre. Oui, bonjour à tous. Donc, Nicolas Lefebvre, je suis directeur général de la société Ecotech. Et nous, on est basé donc à côté de Vendôme, en région centre. On existe depuis 13 ans maintenant. On a développé la première solution au monde de télééchographie robotisée. Donc pour l'instant, on est toujours tout seul sur le marché. C'est un dispositif médical de classe 2A. Et comme vous pouvez le voir ici sur l'écran, alors si vous avez une vidéo, c'est encore mieux. Je ne sais pas si Elisabeth. Voilà, donc je vais attendre qu'Elisabeth lance. Donc on a ici le médecin, voilà, qui va réaliser à distance son acte d'échographie. Donc il a une sonde fictive comme un joystick dans sa main droite, qui va permettre de manipuler à distance le robot duquel on vient brancher la sonde d'échographie. Et donc ça permet de résoudre tous les problèmes de désertification médicale, d'accès aux soins. On est présent au Canada, on est en train de démarcher les USA, dans le nord de l'Europe, on a quelques systèmes aussi. Puis en France, pour venir équiper en fait les centres hospitaliers qui n'ont plus de radiologue, qui n'ont plus d'obstétricien et qui n'ont plus de cardiologue. Voilà en quelques mots la présentation de la société. Très bien, merci. Alors, juste pour la classe de votre... Donc, on est en classe 2A. 2A, très bien. Alors, les slides. Donc ensuite, alors, vos parcours en fait sont très riches d'enseignements et c'est un peu l'objet de cette table ronde de pouvoir échanger et que tout le monde profite de votre expérience. On a échangé et un premier sujet qui est en lien avec la présentation qui a été faite juste avant, qui est lié au marquage et qui a amené un certain nombre de contraintes, a amené un certain nombre d'impasses, des efforts à faire particuliers. Est-ce que, Monsieur Lefebvre, on va faire chacun son tour et puis après, éventuellement, il y aura des échanges, mais peut-être nous donner quelques retours d'expérience sur ces difficultés qui ont été, ou ces contraintes qui ont été imposées par la contrainte du marquage. Oui, alors, donc nous, c'est ce dont on discutait pour préparer la séance. Nous, on a été une migration, en fait. On est issu de l'activité en médecine spatiale. On a récupéré, on a travaillé sur un prototype avec pour objectif de l'amener à maturité industrielle. Effectivement, quand on se lance dans un dispositif médical, je pense qu'on a un peu de mal à comprendre les tenants et les aboutissants de la réglementation et des normes. Aujourd'hui, pour vous donner, pour illustrer tout ça, on a une personne à temps plein sur une équipe de 6 personnes qui gère l'aspect réglementaire des choses. On a la FDA pour le marché américain, le MDSA pour le marché canadien, le nouveau règlement, effectivement, MDR, sur lequel nous sommes en train de travailler également pour mettre à jour notre autorisation de vente en Europe, que nous avons déjà. Et en fait, ça nécessite une vision très globale du produit qu'on ne peut plus aujourd'hui fabriquer dans son garage. Très clairement, quand on est en dispositif médicaux, alors c'est moins exigeant que ce qu'on va retrouver dans l'automobile ou sur l'aéronautique, mais on va dire que la crise des prothèses PIP, je pense, ont quelque peu durci les différentes normes. Je sais qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui connaissent le même sujet. Il faut aujourd'hui énormément se focaliser sur la sécurité du patient, la sécurité des professionnels de santé, la gestion des risques.
Et en fait, ça va même jusqu'à la biocompatibilité de chacun des éléments du système que vous allez mettre sur le marché. Voilà, Oui, non, mais très bien. Et pour vous, c'est d'autant plus important que vous êtes en classe 2A, mais Monsieur Trénoras, vous avez aussi rencontré des difficultés. Alors, vous êtes, c'est-à-dire, si je puis dire, en classe moins contraignante, hein, mais malgré tout, ça a induit un certain nombre de contraintes, des problèmes des questions d'anticipation aussi, vous m'aviez évoqué ce point-là. Oui, il a fallu. Alors, ce qui est un peu particulier, c'est que le projet Géolift est issu de mes travaux de thèse. Je suis docteur en robotique et c'était mon projet de thèse. Donc, il y a eu une philosophie, une façon de développement qui a été un petit peu différente. C'est-à-dire qu'à l'origine, ce n'était pas voué à faire un projet purement industriel. C'est à la suite de ma thèse que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et donc, en fait, il a fallu repenser à ce moment-là de manière différente. Parce que quand on part sur un produit purement industriel, on va anticiper ces choses-là. Ces choses-là n'avaient pas été anticipées parce que ça n'a pas cette vocation-là à l'origine. Donc, il a fallu repenser pour perdre le moins de temps possible après sur ces choses-là. C'est au moment où on commençait à mettre en place la MDR et il fallait, on était régulièrement un peu le cul entre deux chaises, dire est-ce qu'on le fait à l'ancienne norme et on se mettra à jour plus tard, ou est-ce qu'on se met tout de suite à la MDR et en anticiper, mais est-ce qu'on n'ouvre pas les portes pour des concurrents et nous, on se casse les dents sur ce qui se passe avant les autres. Enfin, il y avait toute cette réflexion-là en amont. Et ça vous a amené à redévelopper, alors que vous aviez déjà atteint un certain maturité en termes de développement sur certaines parties Oui, il y a des éléments qu'on a repensés, même ne serait-ce que notre arrivée ici. Au moment où on est arrivé ici, parce qu'on voulait garder cette main sur l'industrialisation, sur la production, sur la commercialisation, tout ce qui a un peu été dit dans la session juste avant. Nous, on est arrivé, on a un DM de classe 1, donc mettre en place tout un système qualité 13485, etc. C'est les choses qu'on met en place ici. Et il faut anticiper ça parce que on pourrait se dire on n'est que sur un classe 1, Le problème, c'est qu'on est le premier fauteuil roulant sur 2 roues, que les normes, nous en l'occurrence, c'est la 1284, les fauteuils roulants électriques n'ont pas été écrites pour un dispositif comme le nôtre, ça n'a pas été écrit. Une aberration classique, c'est il y a un test qui dit si je soulève 2 roues du fauteuil, qu'est-ce qui se passe? Nous, si on soulève 2 roues du fauteuil, ils volent, quoi. Donc, le problème, c'est que si on passe cette norme-là, on ne peut pas mettre un fail, sinon on n'arrive pas sur le marché. Donc, comment il faut repenser ça avec les organismes, le LNE, le CERA, enfin, tous ces organismes-là qui nous accompagnent, pour qu'on puisse répondre à ça. Donc, il y a un produit qui a été repensé au fur et à mesure de ce développement. Alors, je vais passer la parole à M. Plessis parce que vous avez des solutions en fait, pour accompagner ces entreprises qui sont dans ces phases où ils sont dans la phase de conception avec les contraintes du marquage. Voilà, comment vous apportez à quel service vous apportez dans ces cadres-là? Alors, nous, ce qu'on observe, c'est que nos clients qui sont fabricants d'IDM sont de plus en plus contraints, et alors, entre autres par la MDR là, qui arrive, qui demande de plus en plus de prouver et de démontrer des notions de sécurité, des notions. Ils demandent de plus en plus de choses. Et globalement, on voit nos développements, que ce soit des développements électroniques, de la conception électronique, ou du développement logiciel, par exemple, associé au projet, qui sont donc de fait de plus en plus documentés, suivant des méthodes de développement de plus en plus rigoureuses. Bref, tout ça amène de la complexité et amène surcharge, je dirais, les surcharges des projets. Aujourd'hui, entre un développement classique et puis un développement médical pour un produit classe B, voilà, on a des écarts de coûts qui varient entre 30 et 40%, avec des temps de développement qui sont quasiment multipliés par 2. Donc, aujourd'hui, on a certains clients qui se dépêchent de développer des produits
pour justement éviter les prochaines étapes de la MDR. Parce qu'ils disent absolument qu'on passe avant, parce que si on passe après, on va repartir pour un tour et ça va être très vite. Donc voilà un petit peu le vécu qu'on a. Et bah, l'impact chez nous, c'est de la structuration, c'est des méthodologies de développement, des règles de développement, beaucoup de documentation. Voilà. Beaucoup de choses à fournir, beaucoup de preuves à donner. Si on fait de l'électronique, on est obligé de démontrer la fiabilité, on est obligé de faire des études type AMDEC, on étudie tous les cas de défaillance. Bref, il y a toute cette mise en musique là, qui est de plus en plus exigeante. Et en fait, ce cadre-là, vous l'apportez à vos clients, donc ils ne sont pas obligés de redéfinir ce cadre-là. Oui, ça leur permet de gagner énormément de temps. Je dirais, eux comme nous, par la force des choses, on n'a pas trop le choix. Ouais. On est obligé de se plier à ça, quoi, et le plus en amont possible dans la conception et dans les développements. Parce que je dirais le plus en amont possible, on le prend en compte. Et je dirais le mieux on se porte à la fin, quoi, parce que les éventuelles rectifications, correctifs ou autres qu'il peut y avoir peuvent être pénalisants en coût, en délai, en sortie de produit sur le marché, etc. Et voilà. Et puis je voudrais aussi juste terminer un mot, dire sur les aspects certification. Tous les aspects certification, effectivement, qui sont imposés à nos clients, sont vraiment de plus en plus contraignants. Vous voulez réagir sur ce point? Non, en fait, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Ça ouvre une grosse problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui développent des DM, soit qui ne se référencent pas comme un DM. On part sur des normes. Enfin, moi, j'ai des concurrents qui font des fauteuils roulants, qui le vendent comme un fauteuil roulant, et quand il y a un problème, non, c'est pas un fauteuil roulant, c'est une solution de mobilité ludique, etc. Je veux dire, c'est une aberration totale. Et d'autres solutions qui disent je fais pas ça, je suis un classe 1, donc je navigue. Le problème, c'est que le jour où il y a quelqu'un qui a un accident, tu ne pourras pas naviguer, quoi. Donc ça, c'est aussi c'est la lourdeur qui fait qu'on en est arrivé à chercher des portes de sortie, alors qu'en fait, on ne devrait pas chercher des portes de sortie quand on parle de santé d'un patient. C'est quand on va trop. Il y a une question d'aller trop loin dans la norme et qui fait qu'il y en a qui vont essayer de passer à côté. Oui. Le côté un peu ironique de la chose aussi, c'est qu'en fait, le responsable au bout de la chaîne de la mise sur le marché du produit qui est pénalement et légalement responsable, c'est toujours le fabricant. Parce qu'en fait, l'organisme notifié n'est pas responsable de ce qui peut se passer, puisque c'est toujours sur la bonne foi et sur les informations fournies par le fabricant que le produit peut être mis sur le marché. Donc, il y a cette double peine de dire, nous, ça nous coûte par exemple 40 000 € par an, à peu près, juste pour le maintien des certificats. Et le BSI, qui est la société équivalente du LNE-GML en France, qui elle est en Angleterre, parce qu'en fait, le LNE n'avait même plus de place pour accepter un nouveau dossier. Donc ça pose encore d'autres questions. Et le BSI avec lequel on travaille, en fait, dit à la fin du compte, si jamais il y a un pépin, c'est de toute façon des côtés qui sera responsable. Donc, ils nous font des audits réguliers, mais au final, ne s'engagent même pas sur véritablement la mise sur le marché du produit. Et est-ce que le marché est prêt à payer ce supplément finalement de coût de responsabilité par rapport à vos retours? Je sais qu'on a eu quelques échanges sur la capacité finalement du public à acheter et à payer pour ce surcoût qui est par ces contrats. En fait, j'ai envie de dire, pour notre cas, en tout cas, vu qu'on y est seulement, il n'y a pas vraiment de discussion. Maintenant, c'est oui qu'il y a l'acceptabilité par rapport au coût du produit et il y a la R&D à amortir, etc. Enfin, dans d'autres sujets de discussion, mais oui, après, je pense que c'est peut-être différent pour vous sur des produits qui se vendent plus en masse que le nôtre. Oui. Je pense que malheureusement, en fait, ça rentre dans les coûts, dans les calculs de coûts. Comme avant, on dirait voilà, la prod, la R&D, etc. Alors après, maintenant, on ne calcule plus le prix d'un produit comme ça, mais ça rentre en effet dans la réflexion. Au même titre que la R&D, le temps qu'on a passé, on repasse à tel laboratoire et la fiabilité, la biocomp, la CEM, etc. Boum, allez hop, 40 000 €, il faut les sortir, quoi.
Mais au-delà d'une répercussion dans le coût du produit, c'est aussi une réflexion à anticiper dans le financement de la R&D, quoi. Parce que on n'a pas cette vision-là. On ne se rend pas compte, surtout si c'est notre premier DM, ou etc. On ne se rend pas compte. On se dit, je vais passer le marquage CE, ça va. Je vais faire, il y a une gestion avec un numéro de série, je mets une étiquette. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. On se dit, un passage en laboratoire, c'est tant. Et en fait, on se rend compte que c'est 4 fois ça ou 5 fois ça. Donc, et on ne passe pas du premier coup, alors il faut remettre une pièce dans le jukebox et on recommence. Ouais, donc il y a toute la question du financement de tout ce process qui est aussi un point très important et si on l'a mal anticipé ou si on a fait quelques erreurs, ce qui peut toujours arriver, on se retrouve à doubler la mise. Mais ça va même plus loin, souvent on n'y réfléchit pas, mais c'est-à-dire que nous en plus on fait, je pense qu'on est tous, on fait du hardware, donc c'est-à-dire que un exemple tout simple, on est passé au laboratoire de test en décembre dernier, on a eu des non-conformités, le temps de repenser le produit pour corriger ça, relancer un batch de production, et quand on fait un fauteuil roulant comme le nôtre, faire 2 prototypes, c'est 20 000 balles le dispositif. Donc, c'est des choses qu'ils n'ont pas anticipées. Le laboratoire, il ne nous dit pas revenez demain. Ils ont d'autres sujets. Donc, ils nous disent on est dispo qu'en juin. On revient en juin, mais en attendant, il y a tout le RH à tourner, toutes ces choses à faire tourner. Donc, c'est des coûts qui sont clairement pas négligeables. Alors, je vous propose de passer sur un deuxième sujet qui est aussi un sujet qui peut coûter très cher, de ce que j'ai compris de nos échanges, si on a du mal à l'anticiper. C'est les questions d'industrialisation. Alors, peut-être avoir vos retours d'expérience aussi sur les questions entre je fais le développement et j'arrive à un proto qui fonctionne, et puis je passe dans une partie d'industrialisation. Est-ce que les temps, les coûts ont été beaucoup plus longs que prévu? Quels ont été les quelques points durs à nous remonter sur ce thème de l'industrialisation? Je commence. Nous, on a fait un choix assez pragmatique par rapport à la taille de société qu'on avait. C'est de dire, on n'est pas expert dans tous les domaines, donc on est parti chercher l'expertise dans d'autres sociétés, notamment des sociétés de la région, parce qu'on a la chance d'être quand même bien accompagnés. On travaille notamment avec Pascal, qui nous a fait chez MK toute l'électronique en fait, de commande de robots. On travaille avec la société Axe System, qui est un sous-traitant en fabrication. Voilà. Et puis, il est fort probable qu'on travaille avec d'autres sociétés qui sont voisines des nôtres pour une partie de développement. Donc voilà, en fait, je pense qu'il y a 2 modèles. Soit on décide de tout faire tout seul, de lever beaucoup d'argent, d'aller construire, monter des équipes, mais c'est un challenge qui est quand même assez compliqué à mener, puisqu'il faut qu'il y ait la réponse du marché qui soit en face autant voulu. Et ça, c'est rarement le cas dans les dispositifs médicaux. Soit on décide de s'accompagner de partenaires qu'on peut trouver autour de chez nous, et ça simplifie quand même grandement les choses, en sachant que de toute façon, la propriété industrielle, le pays derrière, reste propriété d'Alecotech, en fait, du donneur d'ordre. Et sur ces phases de développement, par rapport à les questions d'industrialisation, là, vous avez bénéficié donc, de l'expertise de MK sur ce sujet-là. Alors peut-être vous pouvez nous détailler un petit peu sur les process que vous mettez en place, la question aussi de l'intégration de ces compétences d'industrialisation très en amont dans la partie de conception qui évite des déboires à un certain moment. Donc, oui, tout à fait. Vous avez quelques illustrations. Oui, en fait, il y a deux points qu'il faut noter. Le premier point, c'est qu'effectivement, par rapport aux problématiques de certification du produit final, qui sont en général à la charge du client, qui est fabricant du DM, nous, de notre côté, dans notre processus de conception et de fabrication, on intègre en amont le maximum de contraintes, c'est-à-dire qu'on fait des préqualifications, on fait des essais, je sais pas, des essais en température, par exemple, en amont, on fait des essais CEM également en amont. Bref, on déroule un petit peu tout ce qui va se passer par la suite dans les phases de certification en amont dans le processus de développement. Ça a le gros avantage d'être, je dirais, convergent sur les problématiques à suivre.
Puis ça a le gros avantage pour le fabricant de DM, c'est que le jour où il ira faire ses certifications officielles dans des labos comme le GMED ou le LNE par exemple, il aura déjà tout un dossier constitué avec des preuves d'essai, avec tous ces aspects-là, je dirais, qui ont été déverminés, si je peux m'exprimer ainsi, en amont. Donc ça, c'est le côté, je dirais, qui permet, in fine, aux fabricants quasiment de faire un carreau sur ces phases de certification et d'éviter un aller-retour très coûteux, très long et finalement épuisant. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que notre bureau d'études, lui, il est complètement intégré dans une usine de fabrication électronique. C'est-à-dire que dans ces gènes, le PE, il étudie, mais pour fabriquer en série derrière. Donc, depuis toujours, on a intégré au niveau de notre étude, à chaque étape, des vérifications, des jalons qui permettent de garantir que le produit qu'on est en train d'étudier sera bien testable, il sera fabricable de façon optimale, il sera maintenable également, on pourra à un moment donné en assurer le SAV, et il sera également fabriqué en série à un coût objectif connu, prédéterminé. Il ne servira à personne de lancer des conceptions sur quelque chose qui sort d'études et puis qui finalement n'est pas au prix du marché. Tout le monde aurait perdu son temps. Donc toutes ces notions-là, on les intègre en amont dans les phases de conception en amont. Et après, dans les phases de fabrication, on les décline sur les aspects du processus de fabrication. On est soumis effectivement à des normes comme le ISO 13485. Pour information, par exemple, on est également UL. Agréé UL, on est fabricant UL. Ça permet à notre client, avec un numéro de référence de dossier, de vendre son produit aux États-Unis et au Nord-Canada. Donc aujourd'hui, on a intégré aussi toutes ces notions de certification UL dans le processus de fabrication et également dans le processus de conception. Donc je dirais, le maître mot, c'est agir en amont et le plus en amont possible. Et alors, peut-être je finis avec vous sur votre expérience sur la partie industrielle, parce que vous m'avez fait quelques retours effectivement sur les difficultés et finalement le fait que vous étiez dans un processus de sortie de laboratoire d'une technologie avec un développement technique où vous deviez démontrer des fonctionnalités entre ce que vous aviez produit et puis finalement le produit industriel qui doit sortir et qui pourrait être vendu. Il y avait un monde que vous n'avez pas forcément anticipé. Alors, je vous laisse peut-être étayer ce point-là. Oui, en effet, c'était pas quelque chose qui était prévu initialement. L'idée, c'était de valider que c'était faisable, que le concept était bon et donc toutes les fonctionnalités qui en découlaient. Et après, c'est là qu'on met le doigt dans le grenage de l'industrialisation et on n'est pas sur un prototype laboratoire et un produit sur le marché, c'est pas du tout la même chose. Donc il y avait, j'ai envie de dire, on a quasiment recommencé la réflexion. On a recommencé à zéro, on savait que ces solutions-là fonctionnaient, mais comment refaire un design to cost, un design to production, etc. Et il a fallu remettre tout le projet à plat. Et là, on s'est entouré de bonnes personnes parce que, comme vous le disiez justement, soit on a énormément d'argent et on peut créer les équipes. Et en vrai, je ne sais même pas s'il y a une logique à faire ça, parce que de toute façon, il y a des postes qu'on va avoir besoin ponctuellement. À quoi ça sert de les intégrer dans une équipe pour qu'une fois que le travail est fait, sur quelles tâches on les met, etc. Il y a vraiment une réflexion qui est un peu, qui est pas juste à ce niveau-là. Donc oui, on a reconçu et on a fait peut-être 3 prototypes après, parce qu'il a fallu revoir ça. Entre-temps, on a eu un changement on est passé sur de MDR et des évolutions de normes.
on repasse, on arrive sur notre norme et on nous apprend qu'en fait, oui, on est sur la 1284 des fauteuils roulants, sauf qu'en fait, elle n'est pas suffisamment complète en CQLEC, donc on va passer sur la 6601, etc., etc. Donc, il faut gérer tout ça. Sur la 1284, on n'a pas de problème de cordon, sauf que sur la 6601, il faut qu'il soit U0. Et on passe sur ça et on refait un jeu de cordon et on refait tout ça. Donc, ouais, Et alors, comment vous ajoutez des nouvelles fonctions sur votre produit? Comment ça se passe concrètement si vous voulez amener une nouvelle fonctionnalité sur votre produit? Est-ce qu'il faut repasser un certain... Après le marquage, vous voulez dire? Oui, après le marquage. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit la nouvelle fonctionnalité, on arrive à la justifier, parce qu'on est un DM classe 1, donc c'est un peu différent, je ne me permettrai pas, mais sur notre produit en tout cas, il y a deux choses. Soit on apporte une modification et nous, on justifie en interne qu'elle ne représente pas de risque, soit par une analyse de risque, soit par ce qu'on appelle usability test, et on arrive à justifier en interne et on prend nos responsabilités avec toute la subjectivité que ça impose et toute la subjectivité qu'on pourrait nous renvoyer dans la tête s'il se passait quelque chose. C'est ce que disait monsieur, c'est très drôle parce que les laboratoires nous disent oui, mais vous avez fait des tests, on a fait des tests de charge statique, par exemple, où on allait chez un de nos partenaires à côté pour mettre 500 kg sur le fauteuil et on a dit ah oui, mais on a mis 500 kg sur le fauteuil, il n'y a pas eu de déformation, etc. Et d'abord, il nous dit ah oui, mais c'est vous qui l'avez fait, donc qu'est-ce qui nous prouve que vous l'avez bien fait avec un protocole de test bien, etc., etc. Donc nous, on va vous prendre 3 000 € et on va le refaire. OK, donc comme ça, au moins, vous avez un tampon. Et après, ils nous disent ah oui, mais vous savez, quand vous venez dans un laboratoire, c'est quand même assez subjectif, c'est un peu comme votre contrôle technique, on peut avoir pu quelque chose et oublier quelque chose d'autre. Et là, c'est à votre responsabilité parce que vous aviez qu'à nous pointer du doigt ce qu'il fallait qu'on regarde. C'est très drôle, mais malheureusement, c'est comme ça. Ce ne sont pas des conseils, ce sont bien des auditeurs. Oui, l'auditeur à 30 000 €, ça fait même plaisir. Peut-être sur le classe 2 Oui, bah en fait, je pense qu'on est un peu sur les mêmes problématiques. C'est-à-dire que nous, on a le cas justement d'un de nos produits là, sur lequel on veut faire des évolutions. Et on doit faire toute une analyse en fait, pour savoir si l'évolution est justifiée, si elle se justifie dans le marquage actuel ou s'il faut faire d'autres choses un peu plus compliquées. Mais ça on avait déjà cette réflexion-là dans le cadre de la FDA aux États-Unis. Donc finalement, ça n'a pas vraiment changé avec le MDR. Et puis l'autre chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que là, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas faire de dépôt de produits sur l'ancien règlement. On est forcément obligé de le faire sur MDR. Et donc, du coup, ça pose énormément de soucis parce que les audits, les premiers, seront pour nous, en tout cas, que l'année prochaine. Donc, on a une latence là, de 6 mois, 1 an pour la certification de nouveaux produits. Et c'est impossible de le faire avant. On nous a même demandé, parce qu'à la revue du dossier technique aussi, en amont du produit, il y a 6 mois, il faut qu'on dépose le dossier en janvier pour avoir une revue, espérer avoir une revue l'été prochain, 2022, du dossier technique pour le MDR. Si tout va bien, bien sûr. Alors, sur cette période de transition, il est catastrophique, c'est compliqué. Il y a des totales incohérences. Par exemple, sur un produit comme nous, je pense que vous avez la même chose. Ils nous disent qu'il faut qu'on ait fait ce qu'ils appellent les usability tests. Sauf que nous, on met des personnes en situation de handicap sur un fauteuil et ils nous disent ah bah, vous avez le droit de ne le faire que quand votre produit est marqué CE. Sauf qu'en fait, on peut pas les faire tant qu'on n'est pas marqué CE. Mais on ne peut pas être marqué CE tant qu'on ne les a pas fait. Il y a un problématique. Et donc là, on est sur des dépôts en test clinique, donc comme un médicament, un dépôt ANSM, CPP, etc. pour pouvoir mettre des personnes en situation de handicap sur un fauteuil roulant. On parlait des prothèses PIP tout à l'heure, mais là, c'est donc là, vous rajoutez encore une couche de demande d'autorisation. C'est ça, voilà. J'étais encore avec la NSM ce matin au téléphone et ils nous disent on fait un dépôt CPP. Le comité de protection des personnes dit nous, ça passe, mais demandez quand même la balle à la NSM, ce qui n'est pas obligatoire. Refaire un dossier à NSM, qui nous demande une tonne de documents, et là, qui nous disent ah oui, mais vous avez pas fait les marquages CE. Vous n'êtes pas passé CERA, LNE, FCBA, etc. Oui, parce que je suis en train de le faire. Ah oui, mais il faut que vous les ayez. Je dis, non, j'anticipe justement, puisqu'il vous faut 3 mois pour étudier le dossier. Donc, non, mais c'est une aberration. Et où sont vos dossiers tests logiciels, etc. On est en train de les faire. Pour passer dans 3 mois, ils sont écrits.
Ah oui, mais vous pouvez nous les envoyer. Mais non, c'est pas possible. C'est une affaire. Ouais. À un moment, il faut prendre il y a des risques à prendre, en fait. Voilà. Comment vous maîtrisez Je me dis que c'est logique quand on parle d'un médicament. Je veux dire, on peut prendre un risque. Là, on va faire des tests dans un hôpital avec des personnes qui vont être sécurisées, des médecins autour. Je veux dire, il ne peut rien se passer à un moment, comme vous dites, prendre des risques. C'est pas, alors qu'on s'est engagé à ne faire les tests qu'une fois qu'on aura eu les accréditations LNE, CERA, FCBA, etc. Moi, ils ne prennent aucun risque. Et si je peux peut-être ajouter aussi quelque chose et un message à faire passer aux futurs entrepreneurs, aux projets qui se développent, c'est qu'il faut toujours négocier en fait, parce que les normes, elles ne sont pas si clairement énoncées que ça. Et en fait, il faut toujours être derrière les auditeurs et puis il ne faut pas avoir peur de dire non, moi je l'ai compris comme ça, l'application elle est comme ça, le patient il court tel risque. En fait, c'est négligeable, donc n'embêtez pas sur ce truc-là. Alors, de temps en temps, on se prend quand même des non-conformités mineures. Mais moi, j'ai vu des situations où on partait sur une majeure, et puis en fait, au final, après discussion avec tout le monde, il n'y a même pas de non-conformité. Donc, il faut vraiment pas avoir peur c'est la négociation perpétuelle. C'est un peu comme l'expertise comptable, c'est un peu la même chose. Hein. C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une règle générale. Vous avez tous des cas particuliers. Il y a un moment, les cas particuliers rentrent plus ou moins bien dans cette règle, et donc à vous de faire valoir. Sur l'innovation, oui. Sur l'innovation. Sur l'innovation, ça ne rentre jamais dans les cases. Ouais. Et alors, j'avais quand même une question pour M. Plessis. Dans cet environnement, vous avez plutôt des gens qui apportaient des composants ou des éléments. Quelle est votre responsabilité dans cet environnement? Comment finalement vous aidez des sociétés comme Adecotech ou Girolift? Comment vous les aidez à passer ces contraintes réglementaires en cas d'évolution? Je dirais que, comme je l'avais dit précédemment, on décline toutes ces contraintes, par exemple, dans le choix des composants. Si, je vous donne un exemple, si on imagine qu'un produit doit être UL, quand on va établir, je sais pas, la carte électronique, la nomenclature de la carte électronique qui est au cœur du produit, on va choisir des composants UL listés avec une yellow card. Et puis, voilà. Et on va donc cumuler tout ce thésaurus. De la même façon, s'il y a un cordon de liaison, oui, il faudra que les connecteurs soient homologués UL. Il faudra que le fil qui est entre les deux connecteurs soit UL également. Il faudra pouvoir le prouver à un moment donné vis-à-vis des inspecteurs UL, qui ne sont pas toujours tendres. Voilà, et voilà, donc c'est l'intégration de toutes ces contraintes sur lesquelles, effectivement, nous, on apporte effectivement notre pierre par l'expérience qu'on a et puis par des choix stratégiques de certains composants, de certaines matières, de certains types de connecteurs ou de connectiques et qui permettront de répondre, in fine, aux besoins de certification du produit final. C'est vrai que cette partie de choix de composants, en fait, on vient la chercher chez vous aussi, cette compétence-là, si j'ai bien compris. Donc avec ce côté un respect, une norme ou autre, par exemple. Mais après, il y a aussi d'autres questions par rapport à ces choix de composants qui vont être, j'imagine, la capacité à les intégrer dans vos chaînes de production, à leur disponibilité, parce que ça, c'est aussi un sujet qui remonte. Est-ce qu'il y a des cas un peu où vous avez dû faire des arbitrages un peu voilà, finalement, vous êtes complètement sorti de la solution que vous demandait votre client et vous avez dû partir sur d'autres solutions techniques? Oui, il y a des arbitrages qui sont faits en fonction des critères de disponibilité des composants, en fonction des critères de coût également qui sont associés. Les choix qui sont faits sont quelquefois aussi un petit peu des paris sur l'avenir. On démarre une nouvelle étude. Si on démarre une nouvelle étude, on va travailler avec les composants d'aujourd'hui, voire les composants de demain.
qui ne sont pas toujours complètement caractérisées. Les technologies ne sont pas toujours complètement maîtrisées. Il y a tous ces aspects-là. Ce qui est certain, c'est que plus on travaille avec des technologies, je dirais, stabilisées, connues, plus on a de chance, effectivement, de rencontrer de problèmes connus. Mais d'un autre côté, moins on est innovant, quoi. Moins on apporte quelque chose sur une conception nouvelle, quoi. Je pense. La difficulté sur l'innovation. Voilà, la difficulté sur l'innovation. Je pense à Decotec et Girolift, c'est certain qu'ils ont dû être confrontés à un référentiel réglementaire qui ne cadrait pas du tout avec ce qu'ils étaient en train de faire. Et pour cause, s'ils étaient sur un produit innovant, ils ne pouvaient pas rentrer dans les bonnes cases et ça a dû être une gymnastique de contorsion assez compliquée. Très bien. Alors, on échange pas mal sur les différentes compétences des jeunes sociétés qui vont chercher d'autres compétences. Si on essayait de faire ce que serait une équipe parfaite, ou en tout cas l'équipe rêvée pour réussir dès le début un projet comme le projet d'Adecotec ou le projet Girolift, quelles seraient ces compétences fortes du départ qui seraient nécessaires pour éviter de perdre du temps, pour aller chercher tout de suite les bonnes solutions techniques? Est-ce qu'il y a si on voulait imaginer un petit peu la Dream Team, si je puis dire. Oui, alors ça, j'imagine qu'il y a des projets de temps en temps qui se déroulent comme ça. Ça n'a pas été le cas du nôtre, puisqu'on a appris sur le tas au fur et à mesure des différents sujets. Mais il faut un responsable industrialisation de production, donc quelqu'un qui va déjà avoir une vision sur la capacité à industrialiser un prototype. Parce que, Lambert en parlait tout à l'heure, en fait, il y a la norme, il y a aussi la conciliation entre le prototype et le monde industriel qui va dire ça, on ne peut pas le faire en série. Et puis, donc il faut une personne qui est ce poste-là, il faut une personne sur les affaires réglementaires, et bien sûr, et tout ce qui est normes. Mais alors, on parle là du MDR, mais il y a aussi tout un tas d'autres normes. Je prends un exemple tout bête, quand on va aller au Japon, il y a des tests de sécurité électrique et électromagnétique qui sont différents des tests qu'on va faire pour l'Europe. En Russie, il y a d'autres tests encore, donc il y a une vision très large aussi des marchés qu'on adresse. Et puis bon, après, c'est pas l'objet de la réunion, mais il y a tout le côté marketing, commercial, qu'il est important aussi d'avoir, mais ça, c'est d'autres sujets. Ah oui, donc la Dream Team. Votre Dream Team. Oui, non, j'ai écouté, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que c'est les premiers noms qu'on a cochés. On a le junior à gestion de production, industrialisation qui est en bas, qui est ici tout le temps, et une personne réglementaire aussi qui nous accompagne. Je pense qu'il faut tout de suite anticiper les personnes qu'on aura besoin à l'avenir. Parce que l'erreur qui peut être faite, c'est de ne pas anticiper trop et de ne pas se projeter suffisamment. Quand on parle d'un partenaire, par exemple, sur des cartes électroniques, en tout cas, c'est mon point de vue. Je peux comprendre qu'on ne le partage pas, mais c'est important de voir quelqu'un qui va nous accompagner sur l'avenir. Parce que si on prend juste un bureau d'études qui va nous faire une PCB, c'est très bien, mais est-ce que ta PCB, combien va te coûter quand elle va sortir? Est-ce que les composants qu'on t'a mis sont bien beaux, mais est-ce que dans 2 ans, en fait, ils n'existent plus? Et il faut avoir quelqu'un qui va nous accompagner sur une production et quelqu'un qui va nous accompagner en termes de volume. Parce que nous, ça nous est arrivé en nous disant, c'est mignon, mais 50 la première année, nous, on ne fait pas ça. Et ça suffit, la question n'est pas là. Hein. Mais c'est de dire, voilà, on a quelqu'un qui nous accompagne, qui nous fait une PCB parce qu'il connaît les volumes qu'on va faire, qui va nous accompagner sur les volumes la première et la deuxième année, et qui sait comment on va vouloir croître. On aura peut-être des bonnes surprises, mais on n'aura pas des volumes, mais au moins, il nous accompagne là-dessus. Et au moins, on sait qu'on a sécurisé un partenariat, une relation sur les 3, 4, 5 prochaines années. Et puis on sait que ça sécurise. Je dis souvent, moi j'ai encore dit la semaine dernière, parce qu'on a quelques problèmes d'approvisionnement de composants électroniques, je pense que ça pourrait être le cas pour tout le monde, malheureusement. Et voilà, le partenaire qui nous accompagne, il me dit tiens, il faudrait qu'on valide quand même le devis maintenant parce qu'on réduit les
délai d'appro, etc., etc. Et on en discutait au fil de la discussion, c'est de dire, mais on a signé un partenariat ensemble sur des volumes où on s'engage, etc. Et je dis, moi, j'ai autre chose à faire que de chercher tous les 6 mois un autre sous-traitant pour gagner 3 francs 6 sous. Je préfère être avec lui. Peut-être que ma PCV va me coûter 2 € de plus par carte, mais je sais la qualité de ma carte. Alors que si je pars, je ne sais pas si l'herbe, elle donne toujours l'impression d'être plus verte ailleurs. Mais demain, si je passe tous mes 15 jours une demi-journée là-bas parce que ça ne va pas, etc., je n'ai pas gagné ces 2 € par carte. Donc, vraiment, ça, c'est important aussi. Voilà. Et les relations qu'on a. Nous, voilà, on a l'électronique, on a l'intégration pour les faisceaux, on a la tôlerie, l'usinage, la plasturgie. Donc, tout ça fait qu'il faut créer un noyau dur autour du projet. Peut-être ça permet de faire la transition avec M. Plessis sur les différents. Enfin, jusqu'où vous allez dans l'offre complète en fait, finalement, de compétences que vous allez amener à vos clients. On a parlé de plasturgie, d'éléments complémentaires finalement à votre cœur de métier qui va permettre d'apporter une solution plus complète. Et cette notion de partenariat plus que de fournisseur, oui, tout à fait. Ça me semble être un vrai sujet. Oui, la notion de partenariat est effectivement importante. C'est clair qu'un client qui part à un moment donné avec un EMS, il ne part pas pour 2 ou 3 ans, il part pour 10 ans, 15 ans, voire plus. Donc ça, c'est certain. Nous, de notre côté, juste pour répondre sur les aspects de problématiques d'approvisionnement composants qu'on subit, également, on a mis en place une méthode de gestion de notre production et de notre supply chain qui s'appelle le DDMRP, c'est le Demand Driven Material Requirement Planning. En clair, il s'agit d'essayer d'éviter les problèmes de rupture d'approvisionnement composants dans la chaîne de production en mettant en place à certains endroits, par exemple en amont des fabrications de cartes électroniques, des mini-stocks de composants, ce qu'on appelle des buffers dynamiques, qui permettent à tout moment d'alimenter les machines, les lignes de production, et d'avoir un flux régulier de fabrication d'ensemble ou d'EDM. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise évidemment beaucoup en ce moment et qui s'adapte en fonction aussi de la demande du clientèle, la taille du buffer de composants qu'on met en place. Elle peut être amenée à grossir, par exemple parce que les délais des composants s'allongent. Elle peut être amenée à grossir parce que la demande du client se met à exploser, ça arrive. Mais elle peut aussi être amenée à se réduire, tout simplement parce qu'on est sur un produit en fin de vie ou que la demande du client a diminué tout simplement. Mais c'est aujourd'hui une parade intéressante qu'on a mis en place, justement répondre à ces problématiques de crise mondiale des approvisionnements de composants électroniques. C'est vrai que là, ce n'est pas spécifiquement médical, mais est-ce qu'il y a, est-ce que peut-être vous avez des éléments sur des composants qui seraient plus utilisés dans le médical, où il y aurait peut-être plus de risques, ou est-ce que finalement c'est équivalent à ce qui existe dans les autres secteurs? Aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, c'est que malheureusement, le risque est partout. Ouais. Et le risque est quelquefois sur des composants qui n'avaient jamais posé de problème vraiment auparavant. Donc, on sécurise en fait toute la nomenclature du produit. Et le sel de ce DDMRP, c'est justement de sécuriser tout le flux de production en utilisant quelque part des stocks minimum. C'est-à-dire que quand je dis on sécurise tout le flux de production et toute la nomenclature, oui, mais avec des tailles de buffer stock qui sont adaptées au délai du composant, à sa criticité.
en gros, on ne sécurise pas le tout venant, la diag, etc. Les composants stratégiques, les composants dont on sait qu'effectivement ceux-là sont critiques, on les met en buffer stock. Et de ce fait, nos clients sont complètement sécurisés par rapport à leur flux de production. Et ça, c'est important. C'est un service complémentaire, une manière de sécuriser Tout vos à fait. clients, de les rassurer Ouais, sur voilà. votre capacité à produire finalement et à sortir ce dont tu vas avoir besoin au moment de la commercialisation, même si elle est reportée depuis quelques mois. Ça permet de sécuriser. Ce que je vous propose, c'est que, à moins qu'il y ait d'autres réactions, c'est de passer à des questions dans la salle. Je ne sais pas si certaines personnes veulent avoir des retours d'expérience concrets de trois industriels. Déjà, merci beaucoup pour ces témoignages, c'était tout à fait intéressant. On a déjà une question en ligne, alors là, qui revient un peu plus, on va dire, à la stratégie quand il y a un porteur de projet qui veut créer une société. On a beaucoup parlé de responsabilité. Alors, la question s'adresse peut-être autant à vous qu'à Nadia. Quel serait, est-ce qu'il y a un statut d'entreprise qui permet que le dirigeant ne soit pas directement responsable s'il y avait un souci? Est-ce qu'il y a des statuts à privilégier? Non, rien. Moi, j'ai notre ingénieur réglementaire, à chaque fois qu'elle me parle, elle me dit Robert, de toute façon, c'est toi qui signe au bas du papier. Voilà. D'accord. Donc, de toute façon, le dirigeant est responsable, oui. quelle que soit la forme de société qui peut être créée. D'accord. Bon, ben, merci. Voilà, c'était la première question en ligne. Oui, autre question. Ou c'est peut-être un complément d'information sur le statut. Alors, je suis d'accord avec monsieur, vous êtes malheureusement ou bien heureusement le responsable. Toutefois, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure, qui est prévu, et désolé de revenir à ce MDR, mais qui est prévu dans le règlement et qui dispose que les fabricants doivent, d'une manière qui soit proportionnée à la classe de risque, au type de dispositif et à la taille de l'entreprise, avoir pris des mesures pour disposer d'une couverture financière suffisante. En cas de… Alors, on a souscrit les assurances. Mais bon, je ne suis pas en train de faire le gendarme ou le législateur, mais je suis simplement en train de vous dire que les assureurs doivent aussi jouer le rôle. Ou un rôle et ils doivent jouer le jeu. Oui, tout à fait. Nous, on a souscrit, pour rebondir, on a souscrit tout de suite à des assurances spécifiques pour des dispositifs médicaux. On a même une deuxième assurance par rapport à des tests, des utilisations, des accidents, etc. Lors de l'utilisation des dispositifs. Après, les assurances jouent le jeu parce qu'on paye à la fin du mois aussi. Donc ça, il faut nuancer ça aussi. Mais oui, il faut y penser tout de suite. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'en ai une par rapport plus côté composants électroniques, justement. Est-ce que c'est toujours possible de trouver des doubles sources pour pallier éventuellement un problème d'approvisionnement? J'imagine que vous faites votre possible. Autant que faire se peut, oui, c'est clair qu'il faut au maximum viser des composants d'usage courant, multisources, bien sûr. Mais très souvent, dans une électronique, un ensemble de produits électroniques, vous vous retrouvez avec le microprocesseur ou le microcontrôleur de la carte qui lui, on a les 9K/10 et monosources. Voilà. Et je ne vous parle pas du dernier microcontrôleur qui est sorti, qui n'est que chez un seul fabricant. Et voilà. Et oui. Donc, évidemment, bien sûr, le multisource, bien sûr, ça règle bien des sujets. Mais ce n'est pas toujours possible. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne éventuellement? Un complément. Un complément d'information sur les certifications des dispositifs de classe 1, comme vous disiez chez Géolift. Alors peut-être que Nadia pourrait me poser la question, mais votre remarque était tout à fait bonne en disant que aujourd'hui, on ne sait pas, est-ce qu'on doit faire s'auto-certifier, parce qu'en classe 1, on est en auto-certification, est-ce qu'on doit faire ses propres tests ou aller vers les labos.
Sachant que quelquefois, quand on discute en off avec les labos comme vous le disiez, ils vous disent bah, en fait, vous auriez pu les faire vos tests. Aujourd'hui, il y a un flou assez important là-dessus qui pénalise pas mal d'entrepreneurs qu'on peut accompagner sur. Oui, mais je suis totalement d'accord. Je pense que ça rebondit bien à la question d'avant, c'est-à-dire que c'est vous qui signez en bas de la page, et donc c'est à vous de mesurer le risque que vous êtes prêt à prendre ou pas. En gros, il y a des choses que nous, on a décidé de ne pas faire. Je peux vous citer comme exemple, par exemple, la biocompatibilité. On estimait qu'on avait au regard des datasheets, des composants qu'on utilise, que ce soit pour notre guidon, pour nos boutons, pour notre siège, notre sellerie, toutes ces choses-là, les tests qui avaient déjà été passés, on a estimé qu'ils étaient largement suffisants et on n'a pas voulu repasser pour des raisons d'éthique, pour être honnête aussi. C'est important pour nous parce que on peut en parler, mais le tissu, par exemple, un truc tout bête, mais la sellerie de notre siège était labellisée Ecotex. Donc, c'est-à-dire que comme les couches pour enfants, comme les serviettes hygiéniques, comme toutes ces choses-là, Ecotex standard 100, on nous a dit ce n'est pas une norme médicale, il faut que vous repassiez le test. Et ce qui nous a dérangé, c'est la façon dont il passait le test. Parce qu'en soi, ce n'était pas si cher que ça, on aurait pu le faire passer, puis on aurait été fait. Mais se dire, on va prendre un bout de tissu pour le mettre sous la peau d'un lapin qu'on va tuer juste après, etc. Enfin, éthiquement, ça nous dérangeait un petit peu. Et on s'est dit, bah voilà, nous, on a estimé que ça, c'était suffisant. On a mis dans notre notice, on a mis ceinture bretelle. La notice, on a mis que la personne, elle ne veut pas avoir les fesses à l'air quand elle est sur notre siège. Et en fait, on a minimisé le risque qu'il y ait un accident dû à ce problème-là. Et ça, on a décidé de ne pas le faire. Après, il y a d'autres risques où on se dit, sur la CQLEC, sur la CEM, sur ces choses-là, on ne prend pas le risque, on y va, et on le fait. La flammabilité, encore une fois, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui est mort brûlé sur son fauteuil roulant. Donc, on le fait, et au moins, on sécurise ça. La question, c'est de pondérer jusqu'où vous êtes prêt à prendre le risque pour tel ou tel élément. Il y a des éléments que vous dites, bon, ben, c'est bon, ça ne risque rien, franchement, j'y crois pas. Donc, je ne le fais pas, ou je le fais en interne avec un protocole de test, comme ça, vous pourrez justifier s'il y a quoi que ce soit. L'important, c'est de pouvoir justifier, etc. Et des choses qui sont plus risquées, au moins, vous dites, ah, bah, regardez, il y a le tampon LNE, le tampon Serra, je l'ai fait valider. Juste un complément concernant les organismes notifiés, concernant les prothèses PIP, le TÜV a été mis en demeure pour mention grave quand même à son devoir de contrôle. Donc, il y a quelques cas rarissimes, je l'avoue, où les organismes sont mis en demeure et passent devant le tribunal. Oui, non, ça, c'est certain, mais la pression est quand même là pour le mandataire de la société de se dire comment ça va se terminer. Et puis avec des avocats derrière, là on parle pour l'instant de PME. Voilà, on n'est pas aussi à la même échelle que des organismes notifiés qui ont des batteries d'avocats derrière. Et demain, s'il y a des côtés qui a un problème avec un patient, j'ai nul doute d'être le petit face au gros. Et voilà, je pense qu'il faut de toute façon se dire qu'on est responsable. Et après, voilà, il faut être capable, ce que disait Lambert, c'est-à-dire de prendre des risques, de pondérer. De toute façon, le business, c'est ça de bout en bout. C'est le risque par rapport aux bénéfices. Et voilà, et puis de toujours se poser les bonnes questions par rapport à ça. Je veux juste ajouter, pas pour faire peur aux entreprises, mais une note un peu ironique, entre guillemets, c'est qu'il faut savoir aussi que l'organisme notifié est censé, dans les 5 ans, je crois, être capable de faire un audit inopiné, ils appellent ça audit inopiné, donc ils se pointent à la boîte, c'est 3 ans, oui, c'est 3 ans, merci Manuel, donc ils arrivent et puis ils frappent à la porte, nous on ne l'a pas eu encore pour l'instant. Vous êtes obligé d'avoir un responsable qualité qui est là ce jour-là, c'est-à-dire que si vous êtes au 15 août, pas le 15 août, mais le 20 août, bah, tant pis pour vous, c'est raté, et ils vous facturent le déplacement, même si vous ne pouvez faire le titre. On est sur des trucs complètement hallucinants. Ils appellent ça audit inopiné. Ils passent 2 jours à 2, dans votre cas en tout cas, à éplucher toute la documentation et les process et le machin, etc. Une dernière question peut-être avant de passer à la suite. Vous avez évoqué les côtés préqualification par rapport à la difficulté d'accéder au laboratoire notifié. Du coup, est-ce qu'un service approprié en région, parce que je prêche pour ma paroisse, d'abord ce service sur le TCM, mais il y a d'autres axes qui sont importants. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura un intérêt à mettre en place des systèmes pour proposer cet accompagnement
avoir un accompagnement pour régler les points durs, c'est-à-dire que quand on va faire un essai, qu'on rentre le bec dans l'eau avec une non-conformité, qu'on va régler le problème, ça peut prendre des temps de développement importants. Et est-ce que cet accompagnement à régler le problème et puis à se dire on va aller plus vite, est-ce que vous pensez que c'est un intérêt pour l'industriel ou vous préférez aller directement sur l'organisme notifié? Je réponds juste pour ma part. La réponse est oui, parce qu'en fait, déjà, ça nous permet d'être mieux armés quand on va dans des labos comme le LCIE, qui voilà, sont un peu la Bible en matière de tests électromécaniques et de sécurité électrique. Et donc, ça nous conforte, nous, en disant, bah, regarde, on a déjà passé un test, même si ce n'est pas un laboratoire accrédité qui ne peut pas nous faire le papier. Et puis, ça permet, quand on a un prototype qui est en phase finale, bah, d'éviter les grosses blagues et de se retaper 2 jours au LCIE qui coûte effectivement, comme le disait l'envers, une fortune derrière, quoi. Et je pense que ça rejoint aussi la question de monsieur. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait les pré-qualifs et vous pouvez estimer que c'est suffisant par rapport à un DM de classe 1. Donc, vous estimez que vous les avez faits, que ça répond, vous leur dites je veux faire là 1284-8, je crois, pour la CEM. La personne, elle voit tout ça, elle fait bah, ok, ça, je peux te le faire, tu la mets dans la chambre, on les fait. C'est une preuve que, et ça, vous n'avez pas besoin d'aller après repayer 6 000 €. Oui, juste pour en terminer là-dessus, l'intérêt aussi d'avoir effectué des pré-qualifs en amont, c'est que le jour où ça bloque sur un point particulier en certification finale, vous pouvez toujours ressortir vos rapports d'essai de préqualification en disant mais regardez, le même test dans les mêmes conditions, etc., passait dans tel labo de telle façon. Donc c'est un argument qui peut amener l'organisme de certification aussi à se creuser la tête, parce qu'effectivement les organismes certificateurs agréés médicaux font effectivement de la certification, mais leur fort, c'est pas de faire de la préconisation. Et effectivement, quand vous vous retrouvez confronté à un problème, c'est bah, écoutez, monsieur, voilà, ça n'a pas passé, ça n'a pas passé, vous reviendrez dans 3-4 mois, et puis on vous réserve un créneau entre minuit et 5 h du matin. Je veux juste remercier tout le monde sur ces notes finales peut-être un peu dures, mais en fait qui sont quand même la réalité de ce que vous vivez. Et malgré tout, j'imagine que c'est passionnant et très motivant que de développer des DM et de mettre sur le marché ce produit. Ces contraintes n'enlèvent pas le plaisir. Ça reste des aventures passionnantes, voilà. Effectivement, mais voilà, il faut savoir qu'on part pour des bonnes semaines de. Donc on a fait des anecdotes à raconter après au point du feu. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation à tous les trois. Merci beaucoup. Et puis, on va passer à la suite. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Ouais, bon, la personne de DevUp qui devait passer là, a priori du retard, elle devait passer à distance. Et donc du coup, je vais faire ma présentation et espérer qu'il sera là quand j'aurai fini. Donc je vais vous présenter, pas le même niveau. Je vais vous présenter un programme d'aide mis en place par la région qui s'appelle Perform Industrie. Ok, ouais, c'est mieux. Vas-y. Donc c'est un programme qui a été mis en place par la région et qui est une déclinaison du programme national bilingue d'accompagnement pour l'industrie du futur. Alors, tout d'abord, le point principal, est-ce que vous êtes concerné? C'est, je pense, le point de départ pour n'importe quelle aide. Alors, est-ce que vous êtes une entreprise qui est active en Centre-Val de Loire et que vous avez une activité en lien avec l'industrie? Dans ces cas-là, la réponse est oui. Ça peut être du service ou de l'industrialisation directe. Autre point très important, c'est valide pour les PME et pour les ETI au sens européen du terme. Donc, je crois que ça va jusqu'à 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc, c'est exceptionnel d'avoir une aide qui soit valide pour des entreprises de cette taille-là.
Ça va être une aide qui va vous aider pour transformer ou développer votre activité, renforcer votre compétitivité, intégrer de nouvelles technologies, en fait, n'importe quoi qui va être structurant pour votre entreprise. À partir du moment où vous allez changer la façon de fonctionner de votre entreprise, on va pouvoir vous accompagner à ce niveau-là. J'aime bien cette slide. J'espère qu'elle est visible. Je ne vais pas vous la lire dans le détail. Elle décrit beaucoup d'exemples de choses qui sont possibles au niveau de cet accompagnement. Ça veut dire que vous allez vouloir changer de ERP, vous allez vouloir changer votre relation client-fournisseur, vous allez vouloir racheter une boîte pour faire du développement externe, vous allez vouloir acheter une nouvelle machine. N'importe quoi où vous n'allez pas avoir toutes les compétences chez vous, vous allez devoir faire appel à du conseil extérieur. On va intervenir et on va vous financer. Alors, à quel niveau on va vous financer? Cette aide s'articule autour d'un module de 5 jours. Les 5 premiers jours sont totalement gratuits. Les 2 modules suivants de 5 jours vont être financés chacun à hauteur de 70%. Donc, vous avez droit à 15 jours au total. Donc, un module de 5 jours répétable 2 fois. Et cette aide ne concerne par contre que l'accompagnement d'experts extérieurs. Vous allez pouvoir aller jusqu'au POC. Après la preuve de concept, si vous avez besoin d'acheter une machine, vous allez peut-être pouvoir faire appel à un autre type d'aide, mais ça ne concernera plus Perform Industrial. Merci. Le processus de cette aide a été pensé pour être le plus simple et le plus rapide possible. C'est extrêmement facile. Donc, du coup, vous allez avoir un échange avec une personne qui est relais de ce projet, par exemple le président. On va remplir ensemble une petite feuille. C'est vraiment un recto verso. Vous allez décrire votre entreprise très rapidement et écrire quelques lignes sur le projet. Vraiment très, très simple. Ensuite, on passe la main au CETIM, qui est le coordinateur du projet, dont vous avez un représentant dans la salle. Vous pourrez discuter avec Jérôme Kierman. Il va discuter un peu plus avec vous pour mieux cadrer le projet et essayer d'aller chercher l'expert externe qui sera le plus adapté pour votre projet structurant. Alors, si vous avez déjà une entreprise en tête, que vous avez déjà des contacts avec des personnes, vous pouvez tout à fait le lui dire et ils se mettront en contact pour voir s'ils peuvent travailler ensemble. Vous vous mettez d'accord avec votre expert, vous signez un contrat cadre Perform Industrie, la mission a lieu et ensuite on fait des suivis post-module. Est-ce qu'on passe au module suivant? Est-ce que vous n'avez pas été satisfait avec cet expert? Est-ce qu'il y a eu tel axe d'amélioration? Et voilà, vous n'avez pas d'autre chose à faire. Autre point important, vous n'avez pas besoin d'avancer les fonds et d'attendre que l'on vous rembourse par la suite. C'est-à-dire que vous ne payez que vos 30% dans le cadre des modules 2 et 3. Et évidemment, au premier module, vous ne payez rien. Donc, un petit tableau pour vous récapituler ça. Donc, le module, dans le cas où ils sont payants, hein, évidemment, le cas où c'est gratuit, c'est gratuit. 1 500 € de coût final pour chaque module de 5 jours. Il y a un module qui s'appelle Boostons la fabrique, qui est un peu différent. C'est de l'acculturation collective. Donc, c'est vraiment si vous ne savez pas grand-chose de l'industrie 4.0, vous avez envie de discuter avec d'autres entrepreneurs qui se sont lancés dans l'aventure et décider si vous voulez vous y lancer. Il y a un module spécifique pour cela. Un petit aperçu de la composition du consortium de Perform. Donc, pas mal d'organismes de la région, le Crédit, DevUp, etc. et le CETIM qui coordonne tout le monde. Nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous appeler si jamais ça vous a évoqué quelque chose. On a fait une présentation super rapide hein, pour pas empiéter sur les présentations des autres personnes. N'hésitez pas à nous passer un coup de téléphone et puis on en discute et on voit si vous êtes éligible et comment on peut vous accompagner au mieux. Merci beaucoup. Super. Bon, bah, du coup, Emmanuel Lionel est là. On va pouvoir passer à sa présentation. On va lui donner la main. Voilà, donc Elisabeth va te donner la main. Tu vas pouvoir, juste en cliquant sur les diapositives, tu vas pouvoir passer à la diapositive suivante et on va te donner le son. D'accord. Ah, c'est bon, on t'entend. Vous m'entendez? Oui. Oui, super. Avant tout, désolé, hein, quelques petits problèmes d'ordre logistique hein, donc pour ce retard là
J'ai le plaisir de vous présenter effectivement la filière autour des dispositifs médicaux donc en région, donc qui s'est formalisée là, qui a fait un bond en avant avec la création, je vais vous en parler, alors il se peut que certaines personnes l'aient évoqué avant moi, mais de la création de l'association Healthcare Loire-Vallée. Je sais qu'il y a plusieurs membres qui sont présents aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire une présentation à la fois de la filière et des enjeux qu'on peut voir tant au niveau régional, bien évidemment, mais aussi un peu au niveau national avec les grandes tendances qui s'affichent à l'heure actuelle. Donc, voilà. Donc, juste peut-être quelques éléments de cadrage sur le marché notamment et le secteur des dispositifs médicaux. On voit que c'est un secteur qui est en plein boom, notamment au niveau mondial. Et donc, alors, attendez, je reviens. C'est un peu trop. Emmanuel, c'est moi qui ai. Ah, pardon. Voilà, donc une croissance qui est surtout due donc à la croissance démographique et la création de plus en plus d'établissements de santé et de structures, notamment à l'international sur 2 zones, sur les zones Asie-Pacifique et Afrique, qui sont vraiment des véritables moteurs actuellement pour ce secteur. Bien évidemment, le Covid donc a eu un effet accélérateur et notamment, on va y revenir sur des enjeux de souveraineté aussi par pays. L'activité en France, donc c'est beaucoup des PME, c'est 93% du secteur est représenté par des PME, c'est 90 000 emplois directs et un CA qui est depuis de nombreuses années en hausse constante. Donc on a à peu près un chiffre d'affaires de 30 milliards donc au niveau national. Et il faut quand même aussi parler qu'il y a une présence d'entreprises étrangères qui est non négligeable, notamment d'entreprises américaines. Élément fort donc de cette filière, notamment l'export, c'est 1/3 des recettes. Donc c'est un véritable moteur de croissance. Beaucoup d'entreprises du secteur vous diront que le secteur des dispositifs médicaux doit se voir assez rapidement pour des entreprises qui se lancent avec une vision d'export. Et puis également donc une forte activité de R&D, notamment ces dernières années, donc avec un domaine phare qui sont les produits connectés. 2 autres aspects plus transversaux, d'éléments transversaux de la filière, c'est globalement, alors il n'y a pas que ce secteur qui peut souffrir surtout actuellement de difficultés de recrutement, mais c'est quand même une des spécificités donc, du secteur. Et puis, beaucoup d'acteurs, notamment comme le Crésit, donc ou d'autres acteurs en région se sont fait l'écho donc des attentes de la filière qui sont liées notamment aux nouvelles réglementations qui sont les nouvelles réglementations européennes pour les dispositifs médicaux. Alors, par la suite, quelques chiffres sur effectivement la filière au niveau au niveau régional. C'est globalement une 50aine d'entreprises pour pratiquement désormais, les chiffres ont évolué d'ailleurs, on est plus proche des 3000 salariés à l'heure actuelle. Donc une répartition géographique à peu près sur tout le territoire, avec néanmoins une forte prédominance, notamment des départements, donc notamment de l'Indre-et-Loire, et puis aussi donc du 41 aussi, qui est pas mal représenté aussi, avec ainsi que le Loiret, et puis également l'Eure-et-Loire. Ça se concentre beaucoup sur ces 4 départements. On a donc des employeurs qui sont pour beaucoup des employeurs. Les plus gros employeurs sont des employeurs étrangers, notamment comme Bebro, Nain Vecker ou encore Maquet. Et on a aussi des leaders, notamment à travers Vermont. Quelques éléments donc qui sont liés à l'activité. On voit que c'est une filière qui est très diversifiée. C'est un peu comme dans toutes les régions, on va retrouver cette diversité donc entre des dispositifs médicaux à usage unique jusqu'à du matériel réutilisable, des textiles techniques. On voit que c'est un secteur qui est quand même
très hétéroclite. Donc, c'est à la fois un certain nombre d'avantages aussi, d'opportunités aussi de partenariat et de développement, mais c'est aussi donc un secteur qui doit se voir aussi par rapport à ces différentes spécificités, parce que on adresse différents marchés aussi. On peut adresser par exemple uniquement des marchés hospitaliers, par exemple. On a pas mal d'entreprises sur le matériel d'hôpital, donc notamment qui sont présents en région. Concernant l'export, donc c'est une région qui est donc 75% des produits sont exportés essentiellement vers l'Europe, bien que, comme on dit, le grand export a plutôt tendance à, comme je le disais tout à l'heure, à aussi s'intensifier, notamment sur la zone Asie. Des éléments clés sur la région. Donc, on n'est pas une région leader en France, mais on a un poids quand même non négligeable. On a beaucoup d'entreprises, on a un peu de mal à les identifier, mais ça va de mieux en mieux. Je vais vous expliquer pourquoi après. On a un réseau de sous-traitance qui est lié à la filière, qui est très hétéroclite. Et donc, on a aussi, quand on regarde, des entreprises qui se disent, des entreprises avant tout pharmaceutiques, mais qui utilisent donc des dispositifs médicaux. Donc, je pense notamment sur les modes de délivrance donc des médicaments. Je prendrai juste un exemple. Toutes les entreprises qui vont utiliser des aérosols vont être dans le mode de délivrance de certains médicaments. Donc, c'est un dispositif médical, l'aérosol. Donc, ces entreprises aussi appartiennent plus ou moins à ce secteur. Donc, cette grande diversité, on va le voir, a amené la filière aussi à faire, donc à l'avenir, des choix d'actions un peu transversales qui vont être non pas dédiés à un seul type d'activité, mais qui vont répondre dans la globalité à des besoins de la filière. Par ailleurs, on va avoir potentiellement des actions qui peuvent être ciblées avec l'ensemble des acteurs au niveau régional, parce qu'on a des univers technologiques de pointe qui sont en action dans ces secteurs. Et puis, retour d'expérience, ce qu'on a pu voir pendant et encore à l'heure actuelle, pendant la crise, on a eu des entreprises bien évidemment fortement mobilisées sur le plan de relance. On le voit encore, il y a des dépôts, notamment de dossiers d'aide actuellement qui sont liés au plan de relance pour ce secteur. Et on a aussi donc des projets assez importants d'implantation qui nous viennent soit d'entreprises françaises, soit d'entreprises étrangères que l'on traite à l'heure actuelle. Il faut savoir que les entreprises étrangères ont vu, comme dans d'autres secteurs, l'importance aussi maintenant de venir s'implanter sur les secteurs de commercialisation directe des produits. Donc, on est, comme je disais, actuellement en train de voir certains dossiers qu'on espère qui vont se réaliser dans les prochaines semaines. Donc, il y a eu ce projet qui a mûri pendant 6-8 mois, donc même pendant une bonne année, donc porté par un certain nombre d'entreprises de la filière, et donc qui s'est concrétisé donc à la fin du mois de mai par la création de l'association Healthcare Loire-Vallée. Donc c'était une nouvelle volonté affichée par ces entreprises sur une approche collective. Et ça a été, on reprenait un peu les tendances de la filière tout à l'heure. Ça a été un peu ce qui a animé, bien évidemment, aussi ces différents membres. Ça a été poussé par, on voit qu'elles ont des besoins technologiques, je dirais assez importants. Et puis, on a eu aussi ce sentiment que ces entreprises souhaitaient agir sur des grandes tendances, le besoin un peu de souveraineté économique et aussi des besoins de proximité. Au niveau national, pour votre information, vous pouvez, si vous tapez MedTech in France, il y a une démarche de relance vraiment sur ce secteur au niveau national. Donc, cette démarche régionale se fait l'écho donc aussi de ce grand plan national. Et puis, il y avait aussi un autre intérêt, il faut être clair, c'est que c'est une thématique qui est inscrite chez plusieurs partenaires, des partenaires technologiques, mais pas que, des partenaires économiques aussi, parce qu'on le voit de plus en plus, la filière des dispositifs médicaux vient se greffer à la filière
plus traditionnelle, si je peux employer le terme, hein, donc de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi? Parce que de plus en plus, cette filière doit aussi regarder les politiques de santé publique et notamment ce qu'on appelle le mode de délivrance, le mode d'observance, hein, donc des patients. Et pour cela, elle a besoin de la filière des dispositifs médicaux pour apporter des solutions, des nouvelles solutions technologiques. Alors, quand on parle de ces besoins de filière, hein, on a vu que, notamment hein, sur ces besoins à caractère transversaux, hein, on voit qu'il y a une opportunité qui est bien présente à l'heure actuelle, une opportunité qu'on peut dire en post-Covid, hein, sur de la relocalisation, sur le fait de développer des circuits de proximité. Et donc, un des premiers grands chantiers hein, donc de cette association, hein, donc qu'on accompagne à l'heure actuelle, c'est effectivement de structurer, de trouver plus de partenaires en proximité. Donc, on a effectivement un vivier hein, qui est assez important, notamment sur un potentiel de sous-traitance hein, qu'on voit en région sur la mécanique, la plasturgie, l'électronique. On voit qu'on a des branches aussi qui sont actives, hein, comme l'UMM, comme PlastiWest, voire des entreprises qui cherchent aussi à trouver, qui étaient dans de la sous-traitance pour d'autres secteurs qui cherchent à se rapprocher. Je pense notamment sur la partie aérosonde. Donc là, est actuellement en train de se structurer, hein, donc ce sera sûrement disponible à la rentrée, une plateforme hein, d'identification de ces opportunités entre le bordeur des sous-traitants sur cette filière en région. Je vais passer rapidement hein, sur cette slide. Hein, là, comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir aussi des actions en termes de valorisation. Hein, pour tout vous dire, il est prévu aussi des rencontres avec notamment le CHU de Tours, hein, parce qu'on se rend compte que les hôpitaux ont aussi besoin d'apports technologiques. L'association est en train d'organiser hein, dans le futur là, plusieurs rencontres avec ces grands donneurs d'ordre aussi que sont les hôpitaux. Comme je vous le disais, en matière de technologie, il y a vraiment beaucoup d'opportunités hein, donc à développer hein, donc, des éléments qui sont phares hein, donc, dans ce secteur, hein, notamment ils sont essentiellement de 4 ordres, hein, les objets connectés, l'intelligence artificielle, l'énergie embarquée et le domaine de la e-santé. Donc, tous ces éléments-là, à un moment donné, se retrouvent hein, donc, dans les grandes tendances hein, donc des dispositifs médicaux. Désormais, un dispositif médical hein, va devoir de plus en plus à l'avenir être connecté, être nomade de plus en plus. Et quand je parle de connexion, il y a toute la partie intelligence artificielle aussi, de traitement des données, suivi des patients, qui va être de plus en plus aussi un enjeu pour ce secteur. Et comme vous allez pouvoir le voir sur cette dernière slide, on voit qu'en région, on a une opportunité hein, d'être pour des entreprises qui souhaitent effectivement soit se créer, soit développer des nouveaux produits dans ce domaine. On voit qu'on a des grands items hein, donc technologiques qui nous permettent hein, d'avoir du partenariat de développement autour des domaines, hein, comme je le citais hein, sur l'électronique, les capteurs, l'énergie. On va retrouver bien évidemment le CRESIT, hein, le pôle S22 hein, sur cette thématique. Toute la partie, je dirais aussi laboratoire, hein, sur l'aspect vraiment santé, imagerie, avec les 2 universités hein, et donc les pôles notamment donc comme Pôle Pharma ou encore Mad Design. Toute la partie, donc, on va dire, digitale, hein, avec notamment les 2 laboratoires d'informatique qui travaillent déjà beaucoup, hein, donc sur ces secteurs des dispositifs médicaux. Et enfin, je terminerai, hein, je parlais d'autres grands secteurs hein, donc de sous-traitance, de la mécanique, de la plasturgie ou de la mécatronique, qui sont effectivement qui regardent aussi ce secteur avec beaucoup d'intérêt parce que effectivement, comme vous le savez, malheureusement d'autres secteurs ont eu des difficultés pendant cette crise et peut-être encore pour un certain temps, et on voit que plusieurs acteurs souhaitent effectivement se positionner en tant que sous-traitant, voire en tant que fabricant hein, donc de produits propres sur ces dispositifs médicaux. Voilà, j'en ai fini sur ma présentation. Désolé, j'étais en retard, donc j'ai dû
rattrapé mon temps. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc voilà, ça bouge côté dispositifs médicaux en région Centre-Val de Loire, effectivement. Là maintenant, nous allons marquer une pause dans le séminaire. Donc ceux qui sont en présentiel vont pouvoir échanger dans la salle qui est juste derrière vous pour voilà, discuter, approfondir les discussions et éventuellement échanger sur des problématiques ou des solutions que vous auriez à partager. Et pour ceux qui sont en distanciel, on se retrouve à 16h15 pour la suite des présentations. Donc, dans cette deuxième partie, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va s'intéresser à justement l'intégration de nouvelles technologies dans les dispositifs médicaux, avec des présentations de M. Paré sur tout ce qui est biosenseur et patch, une présentation du projet PSPC sur des DM implantables actifs par Bertrand Bouteau de Mystique, un projet dans lequel le CRESIT participe également. Et puis, comment un FPGA peut faire du traitement du signal dans un dispositif médical. Donc, c'est M. Allower qui va nous présenter ce sujet-là. Et pour terminer, on verra un sujet sur des objets connectés qui peuvent aussi aider dans la géolocalisation, par exemple, de patients dans un EHPAD. Donc là, ce sera un témoignage vraiment très pratico-pratique sur l'électronique et son apport dans la santé. Donc voilà, écoutez, on se retrouve à 16h15 ici ou en distanciel pour ceux qui nous suivent de plus loin. Merci, à tout à l'heure. Non, ça, j'en sais rien.